Merci, monsieur le modérateur. Bonjour, mesdames et messieurs. Sabah al-khair, sabah al-nour. Je remercie tout d'abord Thierry de Montbrial. C'est un grand plaisir de renouer comme ça le contact en tant que quelqu'un qui, en tant qu'étudiante, lisait avec grande passion les publications de Ramsès, entre autres. Ça m'a beaucoup enseigné sur la géopolitique. Et je remercie aussi nos hôtes au Royaume du Maroc. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce beau pays. Et merci d'avoir aussi convoqué ma présence ici parmi vous. J'irai plus loin, ce n'est pas seulement la politique étrangère de la Chine, mais c'est une politique économique d'investissement qui, en fin de compte, devient aussi une stratégie de géopolitique. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est des délibérations que j'avais fait aussi dans ma dernière publication avant d'assumer ma mission en tant que ministre des Affaires étrangères. Le titre de ce dernier livre que j'avais écrit l'année passée s'appelle « Wach Ablöse », ce qui en français on pourrait le traduire par « le relève de la garde ». En mouvant d'un autre transatlantique vers un autre plutôt pacifique, qui d'ailleurs était déjà discuté dans les universités américaines dans les années 80. Je me souviens des conférences Asia Pacific Rim. Et puis il y avait 89 et tout a changé. On s'est concentré de nouveau sur l'élargissement de l'OTAN, etc. Mais le président américain de l'époque, George Bush, qui d'ailleurs aussi avait servi comme, si vous voulez, premier ambassadeur à Pékin dans les années 70, avant l'ouverture d'une ambassade à Pékin, lui, dans son Chinese Diary, avait fait déjà des réflexions sur un sujet qui, à mon avis, est très, très actuel de notre époque, notamment cette percée qui a commencé en tant que stratégie de Go West, notamment la relance des régions, provinces occidentales de la République populaire de la Chine et qui est devenue la route de soie, la route des investissements. Vous les connaissez tous, je ne vais pas résumer tout ça, mais me concentrer notamment en tant que ministre des Affaires étrangères en ce qui se passe en Europe du Sud-Est. Moi, je préfère le terme Europe du Sud-Est au lieu de fameuse Western Balkans, un terme que je rejette profondément. C'est un de ces termes que la Commission européenne avait développé et qui manque de base sémantique, historique et géographique. Mais pour nous, c'est l'Europe du Sud-Est. Sarajevo, c'est une ville européenne. Belgrade, c'est une ville européenne. Qui parmi vous a vu une fois le musée de l'art contemporain ou a visité un ballet à la Philharmonie de Sarajevo va constater, voilà, c'est l'Europe. Et c'est un vacuum qu'on a créé nous-mêmes parce que, comme j'aime bien dire, avant le fameux 11 septembre de 2001, beaucoup de capital disposait des experts balkans. Et après le 11 septembre, on les a échangés avec des experts pour la lutte contre le terrorisme. Et on a abandonné cette région. C'est risqué de devenir un certain vacuum. Et c'est dans ce vacuum que plusieurs acteurs ont mis à s'engager, économiquement, mais aussi politiquement. Et, nous les connaissons tous, je ne vais pas maintenant perdre de temps pour parler de ce qui se passe parmi tous ces acteurs, mais mettre le point sur les activités de la Chine qui consistent comme d'ailleurs en Espagne, comme on le sait aussi dans la Méditerranée occidentale, viser des infrastructures cruciales. Les ports, les aéroports, les ferroviaires. Et souvent, quand on discute ça avec des collègues de la région, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, en Monténégro, la réponse, c'est une réponse très logique. Voilà, ce sont des partenaires qui ne causent pas trop de questions, trop de problèmes. Ils viennent avec l'investissement et l'assurance aussi de toute cette infrastructure qui s'établit. Et là-dessus, j'aimerais bien faire quelques réflexions parce que il faut tout d'abord, et c'est ça la demande de l'Union européenne, c'est ça la demande aussi en tant que présidence de l'Union européenne. On ne s'est pas trompé sur le potentiel chinois, mais on demande de la transparence. On demande des règles de jeu qui soient équilibrées. On a discuté ça d'ailleurs aussi au forum de Hainan, le Boao Forum, le Davos de la Chine. On le demande, mais on attend toujours la mise en œuvre. Et quand on relit
la stratégie, le partenariat stratégique que l'Union européenne avait conclu en 2003, qui, 10 ans après, avait donné place à un agenda stratégique d'ici 2022. La voie que l'Union européenne a choisie, c'est établir des réseaux plus étoffés et renforcer les partenariats pour une connectivité durable. Cette approche pour relever les défis, c'est avant tout au profit des citoyens, tant en Europe qu'en Asie, et il nous faut aujourd'hui réinventer, avec la Chine, pour la Chine, le multilatéralisme et réinventer tout d'abord la notion, qu'est-ce que nous entendons par équilibre, les règles de jeu. C'est dans cet écart que j'aimerais bien attirer votre attention. Tout d'abord aussi sur tous ces programmes que je viens de citer, les infrastructures routières, etc. Nous connaissons le rôle de la Chine en Asie centrale, au Proche-Orient, Méditerranée orientale, et ça va souvent en tandem avec le problème de surendettement. Et cette question de surendettement, à mon avis, c'est sous-estimé, notamment aussi par nos collègues au sein de la Commission, lorsqu'il s'agit de tenders, des contrats qu'on donne. Alors, j'aimerais bien conclure par le constat que je n'ignore rien des rapports de force qui existent dans toute initiative internationale structurante, d'où qu'elles viennent. Donc, je pense pour avancer ensemble, il est nécessaire d'appliquer, je reviens, les règles, la transparence, l'ouverture dans la passation des marchés publics, le respect de ces règles de concurrence, notamment de la propriété intellectuelle et le partage des risques. Il faut aller aussi au-delà de certaines acquisitions comme dans les cadres comme elles se passent actuellement. Alors, je suis convaincue que l'Europe et la Chine savent ensemble s'entendre sur le principe essentiel, définir une méthodologie qui respecte les intérêts de nous tous et que cette initiative pourra développer la reconstruction, disons plutôt, d'un multilatéralisme efficace en tant que réponse à ces défis auxquels nous faisons face ensemble. Et il ne faut jamais oublier, à mon avis, aussi le contexte historique dans tout ce que se passe. Je me souviens, lorsque j'ai enseigné en Chine il y a 10 ans, j'ai rendu ma première visite au palais d'été de l'empereur. Et quand on observe là-bas comme les écoliers de 10 ans, 12 ans sont présentés les destructions de la guerre d'opium du milieu du 19e siècle, voilà, c'est ce que les barbares européens ont fait. C'est comme ça qu'on vous présente ça. Pardon ? Oui. Je n'ignore pas. Moi, je le mets pour ceux qui n'ont pas encore vu ce site. Et cela, à l'époque, ça m'a donné beaucoup de réflexion parce que, en fait, ça m'a rappelé aussi un peu ma première visite de Persépolis. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, qu'il y a un État-nation, le plus vieux, avant la Perse, qui a aussi son regard spécifique à l'égard de ses rapports avec le reste du monde, venant d'une socialisation historique très très spécifique. Et c'est ça qui, à mon avis, est parfois sous-estimé ou pas vraiment saisi par d'autres acteurs. Donc, j'aimerais bien vous joindre pour les débats aussi sur cette question. Je vous remercie. Thank you, Minister Kneissl, for underlying the importance of the future of Chinese-European strategic issues that are yet to come. Sometimes we focus perhaps too much on transatlantic relations and inner European relations, of course, for obvious reasons, but it's very important to keep that side of the globe inside as well.